Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de 3 fables d'Ésope tirées de Fables d'Ésope, écrites entre la fin du 7e et le début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Nous allons aussi nous intéresser à 3 fables de La Fontaine tirées du premier tome de Fables choisies, publié en 1668. Le corbeau et le renard. Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s'était perché sur un arbre. Un renard l'aperçut, et, voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu'il le serait devenu sûrement, s'il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita, et saisissant le morceau, dit « Au corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » Cette fable est une leçon pour les sots. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage, « Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit, et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Les 2 poèmes ont exactement le même titre. Dans la première phrase de la fable d'Ésope et de La Fontaine, nous avons les 2 idées suivantes. Un corbeau est perché sur un arbre. Le corbeau tient de la nourriture. Dans la fable d'Ésope, il est question d'un morceau de viande. Dans la fable de La Fontaine, il s'agit d'un fromage. Ésope parle d'un corbeau et d'un renard. La Fontaine personnifie davantage les animaux en précédant les 2 animaux du mot maître. De plus, La Fontaine fait parler 2 fois le renard à la forme active. Avec Ésope, le premier discours du renard est raconté à la voix passive. Dans les 2 versions, le renard est attiré par la nourriture. Pour Ésope, il est écrit qu'il voulait se rendre maître de la viande. Pour La Fontaine, il est écrit par l'odeur alléchée. Dans les 2 cas, c'est le renard qui parle le premier. Quel que soit l'auteur, le renard loue la beauté du corbeau. Pour Ésope, il est question de ses proportions élégantes et de sa beauté. Pour La Fontaine, le corbeau est qualifié de joli et de beau. Le second argument qu'utilise le renard est par rapport à la voix du corbeau. Ésope utilise le mot voix, La Fontaine le mot ramage. Alors que le premier terme fait référence à quelque chose d'humain, le second correspond au chant des oiseaux. Avec La Fontaine, nous avons aussi le mot plumage, ce qui accentue encore plus le fait que les animaux ne sont que des animaux. Dans les 2 fables, l'argumentaire du premier discours du renard est le même. Le renard pose un constat qui consiste à reconnaître la beauté physique du corbeau. Ensuite vient une supposition à propos de la voix du corbeau. Si cette supposition est vérifiée, alors nous obtenons une conclusion. La conclusion d'Ésope est que le corbeau est le roi des oiseaux. Avec La Fontaine, la conclusion est que le corbeau est le phénix des hôtes de ces bois. Dans tous les cas, si le corbeau accumule beauté physique et beauté de la voix, il devient supérieur aux autres animaux. Suite au discours du renard, le corbeau veut montrer une preuve de sa voix. Avec Ésope, le corbeau souhaite juste montrer qu'il possède une voix, comme le démontrent les termes, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas. Avec La Fontaine, le corbeau ne cherche plus à montrer qu'il a une voix, mais veut démontrer que sa voix est belle, comme l'attestent les mots « sa belle voix ». Dans les 2 fables, le corbeau lâche la nourriture qui était dans son bec. Avec Ésope, il lâcha la viande, avec La Fontaine, il laisse tomber sa proie. Même constat pour le renard, il récupère dans tous les cas la nourriture. Ésope utilise les mots « saisissant le morceau ». La Fontaine utilise les mots « sans saisie ». Le dernier discours du renard est raconté à la forme active quel que soit l'auteur. Ésope commence la tirade en utilisant les mots « au corbeau ». Il désigne donc l'animal par son nom d'animal. La Fontaine utilise les mots « mon bon monsieur ». Encore une fois, La Fontaine personnifie davantage ses personnages, comme lorsqu'il a utilisé les mots « maître ». Ésope utilise d'une seconde fois la condition. La première fois, il faisait dire au renard que si le corbeau avait en plus de sa beauté, la voix, il serait le roi des animaux. Ici, Ésope utilise une condition supplémentaire qui consiste à avoir du jugement. Le corbeau serait le roi des oiseaux si en plus de la beauté et de la voix, il possédait aussi le jugement. La construction est ici à l'envers. Lors du premier discours, le renard mettait en doute la voix du corbeau. Pour lui démontrer qu'il en avait une, le corbeau pousse des cris. La preuve suit la supposition. Dans le second discours, la preuve précède la supposition. En effet,
En lâchant son morceau de viande, le corbeau a validé la phrase qui suit concernant son manque de jugement. Ésope termine sa fable, non pas par une morale, mais par la fonction et la destination de son contenu. La fonction de cette fable est de servir d'apprentissage, comme le montre le mot « leçon ». La fable est à destination des sots. Avec La Fontaine, nous avons un discours bien plus moralisateur. Le renard donne un enseignement au corbeau, ne serait-ce que par la présence des mots « apprenez » et « leçon ». Alors qu'Ésope soulignait ce qu'il manquait au corbeau, c'est-à-dire du jugement, La Fontaine souligne ce que le corbeau a en trop, c'est-à-dire la dépendance entre l'écouteur et le flatteur. La Fontaine insiste sur les effets de cette histoire. Il y en a deux, la perte du fromage et l'absorption de la morale de l'histoire par le corbeau. Cette histoire a des résultats sur l'aspect émotionnel du corbeau puisque celui-ci est honteux et confus, et aura aussi des conséquences sur l'avenir puisqu'il jure qu'on ne l'y prendrait plus. Le loup et l'agneau. Un loup, voyant un agneau qui buvait à une rivière, voulut alléguer un prétexte spécieux pour le dévorer. C'est pourquoi, bien qu'il fût lui-même en amont, il l'accusa de troubler l'eau et de l'empêcher de boire. L'agneau répondit qu'il ne buvait que du bout des lèvres, et que d'ailleurs, étant à l'aval, il ne pouvait troubler l'eau à l'amont. Le loup, ayant manqué son effet, reprit « Mais l'an passé tu as insulté mon père. »« Je n'étais pas même né à cette époque, » répondit l'agneau. Alors le loup reprit « Quelle que soit ta facilité à te justifier, je ne t'en mangerai pas moins. » Cette fable montre qu'auprès des gens décidés à faire le mal, la plus juste défense reste sans effet. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau, je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là au-dessus, au fond des forêts le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. Comme dans la fable précédente, les deux titres sont exactement les mêmes. La Fontaine commence sa fable par la morale de l'histoire, alors qu'Ésope l'a placée à la fin de sa fable. Avec La Fontaine, la première phrase d'exposition ne concerne que l'agneau. Il est écrit ce qu'il fait et où il le fait. En l'occurrence, il se désaltère dans le courant d'une onde pure. Avec Ésope, dès la première phrase, nous avons la victime et l'antagoniste, c'est-à-dire l'agneau et le loup. Le loup est énoncé avant l'agneau. Plus que ça, le loup entoure en quelque sorte l'agneau. En effet, l'article indéfini et le nom concernant le loup se situent à gauche de la proposition concernant l'agneau, tandis que le verbe et le COD concernant le loup se situent à droite de la proposition concernant l'agneau. L'agneau fait exactement la même chose que dans la fable de La Fontaine. Il boit dans un cours d'eau. La Fontaine insiste sur le pourquoi de l'intervention du loup. Il s'agit du manque de nourriture. Il le dit deux fois dans la même phrase. Le loup est à jeun et il a faim. Le loup n'est pas là par hasard. Il est dit qu'il cherche aventure. C'est son but, mais le lieu n'est pas encore précisé. Son but est atteint lorsqu'il est en ce lieu. En remontant à la phrase précédente, nous savons que ce lieu attire le loup, car un agneau y est présent. Avec Ésope, le lien est plus évident puisque le loup a vu l'agneau. Avec La Fontaine, c'est différent puisque l'agneau est le premier sur le lieu et que le loup y est par attirance envers le premier personnage. Avec Ésope, la raison de la présence du loup est expliquée dès la première phrase. Il veut dévorer l'agneau. L'auteur n'explique pas la raison de la volonté de cette action comme le fait La Fontaine. En plus du but, nous avons également la procédure que va suivre le loup. Il va utiliser un prétexte spécieux, c'est-à-dire un prétexte qui est susceptible de tromper. Avant même d'avoir commencé à parler à l'agneau, il sait quel procédé il va utiliser pour arriver à la finalité voulue. Dès la phrase suivante, Ésope fait parler le loup en utilisant la forme passive. Cette phrase contient l'argument central qui consiste à accuser l'agneau qui a commencé à boire en premier d'avoir troublé l'eau que veut boire le loup. Cette seconde phrase contient cet argument et en même temps le contre, argument qui démontre que l'agneau étant en aval ne peut pas avoir troublé l'eau du loup. Dans la fable de La Fontaine, la première phrase ne contient que l'argument. Le loup reproche à l'agneau dans une forme interrogative le fait d'avoir troublé son breuvage. Le contre-argument ne sera visible plus tard que dans la réponse de l'agneau. Dans le premier dialogue du loup, nous avons le constat et sa conséquence. L'un est relié à l'autre. Puisque l'agneau a troublé l'eau du loup, il en subira un châtiment.
Le loup présente à l'agneau la punition comme étant la résultante de sa faute. La faute est dans un premier temps comme cela, et elle est également soulignée par le descriptif de l'action de l'agneau, puisque sont utilisés les mots « hardi » et « témérité ». La réalité est tout autre, puisque le loup a inventé un prétexte pour châtier l'agneau. Dans la version d'Ésope et dans celle de La Fontaine, l'agneau répond de suite au loup. Avec Ésope, la réponse se fait à la voix passive. Contre l'accusation du loup, l'agneau utilise deux arguments qui prouvent que ce que dit le loup ne peut pas être vrai. Tout d'abord, il met en avant qu'il buvait du bout des lèvres. En buvant ainsi, l'agneau n'a pas pu troubler l'eau du loup. L'agneau utilise un second argument qui est un rappel de ce qui se trouve dans la phrase précédente. Il fait remarquer qu'étant en aval et le loup en amont, il est impossible qu'il ait pu troubler le breuvage du loup. Avec La Fontaine, l'agneau parle de façon active. Tout comme dans la version d'Ésope, l'agneau utilise l'argument selon lequel l'agneau étant en contrebas du loup n'a pu troubler le breuvage du loup. Bien plus que du bon sens, l'agneau fait preuve de soumission en utilisant les termes « sire » et « votre majesté » pour parler au loup. La Fontaine ajoute la notion des sentiments qui est absente dans la version d'Ésope. En effet, l'agneau demande au loup de ne pas se mettre en colère. La phrase précédente faisait aussi mention de cet état avec les mots « plein de rage ». Dans les deux fables, le loup ne peut pas contredire l'argument plein de bon sens de l'agneau. Avec Ésope, le loup utilise un second argument contre l'agneau. Pour la première fois, un des deux personnages parle à la voix active. Le loup lui reproche d'avoir insulté son père l'an dernier. Avec La Fontaine, l'argument varie. Tout d'abord, le loup répète son premier argument en disant que l'agneau trouble son eau. Même face à l'argumentation rationnelle de l'agneau, les dires insensés du loup ont plus de poids. Le loup livre cette vérité, non pas par un système de logique, mais comme un fait avéré. Cette vérité s'impose d'autant plus que c'est la dernière phrase concernant ce sujet. Afin d'avoir plus de robustesse dans ses propos, le loup utilise un autre argument en affirmant que l'agneau a médit sur le loup l'an passé. Ésope et La Fontaine placent de suite la contre-argumentation du loup. L'agneau fait remarquer qu'il est impossible qu'il ait médit sur le loup ou sur le père du loup l'an passé, puisqu'il n'était pas encore né. Dans la version d'Ésope, l'agneau utilise une phrase négative. Dans la version de La Fontaine, il utilise une phrase interrogative, suivie d'une phrase affirmative. Dans la fable d'Ésope, le loup parle pour la dernière fois. L'argumentation de l'agneau n'a servi à rien. Le loup l'avoue lui-même. La finalité sera la même, puisque le loup finira par manger l'agneau. Ésope finit sa fable par une morale. Il parle de gens décidés à faire le mal. C'est le cas du loup qui dès le début voulait dévorer l'agneau et qui a utilisé des prétextes frauduleux pour expliquer la raison de sa volonté. Ésope parle également de « juste défense » qui reste sans effet. C'est le cas des deux raisonnements de l'agneau qui a déjà démontré qu'il n'a pas pu troubler l'eau et qu'il n'a pas pu insulter le père du loup. Les arguments de l'agneau n'ont aucun poids face à un loup qui depuis le début a décidé de le dévorer. Dans la fable de La Fontaine, le dialogue entre le loup et l'agneau va plus loin. Le loup trouve encore un contre-argument à l'agneau en accusant le frère de l'agneau. L'agneau se défend encore une fois en disant qu'il n'a pas de frère. Le loup prend la parole pour la dernière fois. Ce qu'il dit ne peut pas avoir de contre-argumentation. Le loup accuse l'agneau qu'un des siens a médit de lui. Ce qui est un argument indéfendable. D'autant plus que le loup n'affirme plus les choses, mais fait croire qu'il rapporte ce qu'on lui a dit. Alors que dans la version d'Ésope, le loup parle de manger l'agneau, dans la version de La Fontaine, il le fait. La cigale et les fourmis. C'était en hiver, leur grain étant mouillé, les fourmis le faisaient sécher. Une cigale qui avait faim leur demanda de quoi manger. Les fourmis lui dirent « Pourquoi, pendant l'été, n'amassais-tu pas, toi aussi, des provisions ?»« Je n'en avais pas le temps, répondit la cigale, je chantais mélodieusement. » Les fourmis lui rirent au nez, « Eh bien, dirent-elles, si tu chantais en été, danse en hiver. » Cette fable montre qu'en toute affaire il faut se garder de la négligence, si l'on veut éviter le chagrin et les dangers. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien dansez maintenant. Ici, les deux titres sont légèrement différents. Alors qu'Ésope avait placé le mot fourmi au pluriel, La Fontaine le met au singulier. Dans la fable d'Ésope, la scène d'introduction dure durant les deux premières phrases. La première chose que nous apprenons est la saison dans laquelle on se situe. Il s'agit de l'hiver, ce qui aura une importance plus tard. La première phrase se concentre sur les fourmis.
La première proposition est en lien avec la deuxième, qui est elle-même en lien avec la troisième. La présence de l'hiver explique pourtant le grain mouillé. Le grain mouillé explique pourquoi les fourmis sont en train de le sécher. Les fourmis sont montrées de prime abord comme travailleuses et soucieuses de leur nourriture. La seconde phrase concerne une cigale. Alors que le mot fourmi était précédé d'un pronom défini, le mot cigale est précédé d'un pronom indéfini. Ésope parle d'une cigale, mais cela aurait pu en être une autre. Le résultat aurait été le même. La cigale est seule, tandis que les fourmis forment un groupe. La cigale est dans une situation de dépendance. Elle a faim, ce qui implique qu'elle n'a pas de quoi se nourrir. Le manque de nourriture est en totale opposition avec la première phrase, dans laquelle les fourmis prennent soin de leur nourriture. La suite de la seconde phrase est donc logique. La cigale demande aux fourmis de quoi manger. Dans la fable de La Fontaine, la scène d'exposition est plus longue et est amenée autrement. Au lieu de commencer par parler des fourmis, l'auteur nous parle d'abord de la cigale. Elle est désignée comme étant en manque, grâce au mot « dépourvu ». Contrairement à la version d'Ésope, il n'y a pas d'indicateur de saison. Cependant le mot « bise », qui désigne un vent sec et froid, nous indique qu'il fait mauvais temps. De plus, puisqu'il est expliqué que la cigale a chanté tout l'été, cela signifie que nous sommes en dehors de cette saison. L'auteur nous explique pourquoi la cigale n'a rien. C'est parce qu'elle a chanté tout l'été et n'a rien fait d'autre de toute la saison. La deuxième phrase nous explique que la cigale est dans un dénuement total. Les mots « pas un seul » nous expliquent que la cigale ne possède rien en nombre. Les mots « petit morceau » sont là pour accentuer l'indigence de l'animal. La troisième phrase de La Fontaine correspond à la seconde d'Ésope. La cigale formule une demande à la fourmi. Désormais la fourmi est seule et n'est plus intégrée dans un groupe. Dans la troisième phrase et pour la troisième fois, La Fontaine nous parle de la pénurie de la cigale. Cette idée apparaît même 2 fois dans la même phrase. En effet, l'auteur utilise le mot « famine » et 3 vers plus loin la cigale demande « quelques grains pour subsister ». La Fontaine insiste donc beaucoup plus qu'Ésope sur le dénuement de la cigale, ce qui rendra la réponse de la fourmi plus difficile à entendre. Alors qu'avec Ésope, la cigale demandait de quoi manger, ce qui sous-entend qu'elle voudrait un don. Avec La Fontaine, la cigale propose de payer plus tard la fourmi contre son aide. Elle est prête à payer plus que la valeur de la nourriture, puisqu'elle parle de payer le prix du grain et son intérêt. Cela ne semble pas être une parole en l'air, puisqu'elle le jure sur sa foi d'animal. La volonté de payer plus que son dû rendra encore une fois la décision de la fourmi encore plus injuste. Avec Ésope, les fourmis savent de suite que la cigale n'a pas fait de provision durant l'été, alors que la cigale ne leur en a pas parlé. Les fourmis ne lui demandent pas quelle activité elle a fait à la place. Elles lui demandent la raison qui explique pourquoi la cigale n'a pas fait de provision. Avec La Fontaine, la fourmi ne lui demande plus pourquoi elle n'a pas fait des réserves durant l'été, mais qu'est-ce qu'elle a fait à la place. Elle ne s'intéresse plus aux raisons, ce qui aurait permis une compréhension de la part de la fourmi. Ici, l'activité de la cigale durant la saison chaude aura pour but de permettre un jugement. La cigale est qualifiée d'emprunteuse. Quelques vers plus haut, nous avons appris que la fourmi n'est pas prêteuse. Nous pouvons déjà en déduire quelle va être la réponse de la fourmi. La cigale s'adresse à la mauvaise personne pour avoir ce dont elle a besoin. S'adresser à quelqu'un qui possède n'est pas suffisant, car il faut encore que la personne veuille bien consentir à un prêt. Il est écrit que le fait que la fourmi ne soit pas prêteuse est son moindre défaut. Ceci peut signifier 2 choses. Soit que la fourmi a d'autres défauts d'autant plus grands, ce qui donne une vision pessimiste de la fourmi. Soit que le défaut de près de la fourmi ne constitue qu'un défaut de petite envergure, ce qui redore l'image de la fourmi et obscurcit celle de la cigale. Dans la fable d'Ésope, la cigale répond aux fourmis. Durant l'été, elle n'a pas fait de provision, par manque de temps. La cigale va plus loin dans son explication, puisqu'elle explique son absence de temps par la présence d'une autre activité. Elle chantait. Autrement dit, elle faisait une activité dont les bienfaits sont utiles sur le moment, mais ne sont pas transposables dans le temps, surtout jusqu'en hiver. Avec La Fontaine, nous retrouvons exactement ces 2 mêmes idées. Tout d'abord, le manque de temps est matérialisé par les mots « nuit » et « jour » à tout venant. L'activité est la même puisque la cigale explique avoir chanté. Ésope place la réponse des fourmis juste après la justification de la cigale. Elle signifie leur refus en ne donnant pas à la cigale ce qu'elle demande et en lui donnant un conseil. Les fourmis lui suggèrent de danser. C'est ironique puisque danser n'apportera pas de nourriture à la cigale. La réponse des fourmis offre une symétrie. En effet, elle parle de 2 saisons opposées dans la même phrase. De plus, elle conseille à la cigale de continuer une activité de loisir, qui n'est plus le chant, mais la danse. Comme cela a été le cas dans les 2 fables précédentes, Ésope finit sa fable par une morale. La cigale est montrée comme la fautive. Le fait d'avoir chanté tout l'été est à relier au concept de négligence. Le fait d'avoir faim correspond au chagrin et au danger. Dans la version de La Fontaine, la réponse de la fourmi est la même que dans la version d'Ésope. En effet, la fourmi répète l'élément de la réponse de la cigale,
Puis elle lui conseille de danser. Quel que soit l'auteur, la cigale n'obtiendra pas de nourriture.